la première table ronde qui va parler d'automatisation du tri et du recyclage pour répondre aux objectifs ambitieux de la filière déchets et avec présentation de solutions permettant de traiter plus de volume et des flux mélangés et complexes. Donc cette table ronde va être animée par Manuel Burnand qui est le directeur général de la FEDEREC et je vais le laisser présenter ses intervenants. Sachant que la petite zappette qui permet ensuite de faire passer les présentations, je pense que c'est Christophe Gambier qui doit... Ah non, voilà, c'est Alex, donc en fonction de l'ordre. Voilà, Manuel, je vous laisse la parole. Merci Christophe. Et voilà, en introduction, je voulais rendre hommage à la région et à la vice-présidente de région, puisque voilà, petite précision sur mon titre, je dirige la fédération au niveau national. Voilà, FEDEREC Nouvelle-Aquitaine, c'est pas encore doté d'un directeur général, peut-être ça viendra dans les années qui viennent. Mais voilà, j'interviens depuis une trentaine d'années sur le secteur des déchets. Voilà, et effectivement, j'ai pu constater le dynamisme de la région. Voilà, j'ai l'occasion à différents événements de faire le tour de France et je le fais de manière régulière. Et voilà, saluer, les effets d'anticipation et de dynamisme de la région Nouvelle-Aquitaine en particulier. Donc, FEDEREC est constitué, de syndicats de région. Donc, on a dans la salle Diane Vidalis qui est présidente de la FEDEREC Nouvelle-Aquitaine, en l'occurrence. Et on s'est efforcé de mettre en face, des régions nationales, les régions FEDEREC à l'occasion de la nôtre, et avec un concours très régulier d'échanges, puisqu'on s'efforce de fournir le maximum d'informations sur justement l'agissement de déchets disponibles et la ressource de demain, tant en termes de matière que d'énergie, que d'engrais, de matières premières pour la région. Et on est également structuré sous forme de filières, donc à la fois des filières objets, comme les déchets d'équipements électriques et électroniques ou les automobiles, mais également des déchets, de matière, donc métaux ferreux, métaux non ferreux, le verre. Donc voilà, FEDEREC couvre l'ensemble du spectre du recyclage, avec un écosystème constitué des 4 grands groupes qui représentent 30 à 40% du chiffre d'affaires du recyclage en France. Donc voilà, Veolia, Suez, Paprec de Richebourg, et puis tout un gros écosystème de PME, d'ETI, donc on a un ensemble qui sont dans la salle aujourd'hui, et puis également un réseau important de petites entreprises de moins de 50 salariés, donc plusieurs centaines. Et donc voilà, le recyclage en France, c'est 1200 entreprises qui interviennent, souvent entreprises familiales, même un certain nombre de grands groupes sont de nature familiale, et donc un ancrage territorial très fort. Voilà, je vais présenter un petit peu nos intervenants. Donc, par rapport à l'ordre qui est à l'écran, on va peut-être un petit peu modifier. Donc, on a un premier binôme constitué de Christophe Gambier de Veolia, donc directeur de pôle d'unité industrielle. Christophe, il a démarré avec un DESS d'éco-conception. Il a fait ensuite de la R&D. Et puis, donc, aujourd'hui, j'irai à la tête d'un centre d'unités opérationnelles. Et donc, ça sera l'occasion d'illustrer ce qu'a dit, Bruno Petit dans la première intervention. Là, on va vous présenter des images, des vidéos pour mettre en perspective avec des retours d'expérience assez concrets tout ce qu'on y a pu dit dans la première partie. Voilà, ensuite, Christophe sera en binôme avec Hervé Henry. Donc Hervé Henry à ma droite, donc président fondateur de Sileane, donc une entreprise PME de 150 personnes qui intervient dans la robotique de manière générale au service de l'industrie, et effectivement qui œuvre dans le sujet depuis longtemps. C'est intéressant de voir ce monde, de la haute technologie arriver dans le monde du recyclage, qui est, un héritage de l'industrie minière. Hein. Souvent, les premiers, le gros des outils industriels qu'on utilise sont hérités des mines. Et là, maintenant, on va arriver les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle de plus en plus. Voilà. Ensuite, donc on a, je passerai la parole après ce binôme, donc Christophe et Hervé, à Johan Rochet de Branjon. Donc Johan, il est là, à droite. Donc Branjon, 5e génération. Donc voilà, l'entreprise Branjon, donc bien implantée dans le territoire, également en Pays de la Loire, illustre vraiment, ce terreau des entreprises familiales qui interviennent depuis longtemps et étroitement connectées à la région. Et puis on terminera par Alex Marcoing du CETIA, donc qui est à ma gauche, c'est le plus jeune de la bande. Voilà, ingénieur développement donc au CETIA.
Donc il couvrira, je dirais plutôt un secteur émergent, puisque autant les premières interventions sur des choses qui existent aujourd'hui, respectivement sur les déchets des équipements d'ameublement, et puis ensuite on verra sur la partie déchets du bâtiment. Et donc voilà, le CETIA plutôt sur le développement de la filière textile et chaussures. Voilà, c'est une filière qui est en très grande transformation. On sera amené à revoir. Et donc j'essaierai de faire le lien aussi avec l'émergence des nouvelles REP, puisque voilà, en gros, on a, je dirais, dans le changement de l'écosystème, on a de manière historique les entreprises du recyclage qui portent l'emploi et l'investissement, donc avec 2 pieds de ressources qui sont un certain nombre de services offerts aux industriels et aux collectivités locales, et de l'autre côté la vente des matières premières issues du recyclage, et l'arrivée dans cet écosystème des éco-organismes qui auront demain 7 à 8 milliards d'euros d'éco-contribution, donc qui sont des acteurs considérable dans le poids économique du secteur du recyclage. Et donc voilà, trouver cette articulation entre les entreprises historiques qui portent le risque, l'investissement, et ça sera illustré, et bien sûr demain, voilà, trouver une équation constructive avec toujours en ligne de mire les préservations des territoires, puisque comme ça a été bien évoqué par Maud Caruel, ce qui est important, c'est de garder la ressource au maximum en local. Le défi de la réindustrialisation, il est vaste, il est complexe. Voilà, on a eu plutôt une désindustrialisation avec la mondialisation. Ce qui nous reste, entre guillemets, c'est le déchet ressource. Donc c'est la ressource de demain, c'est la mine de demain qu'il faudra, je dirais, optimiser, utiliser au mieux. Et donc voilà, vraiment un défi collectif qu'on doit faire avec les territoires. Voilà, je ne serai pas plus long. On va démarrer par la présentation de Christophe. Donc un PowerPoint avec, je dirais, 2 vidéos qui illustreront le discours. Et puis donc je les laisserai interagir avec Hervé, Henri, voilà, tout naturellement. Bonjour, je vais vous faire une présentation très opérationnelle. Bruno Nicolas, là, que je ne connaissais pas, a évoqué un saut quantique. Bon, le saut, je pense qu'on l'a fait. On y est. Maintenant, il faut développer, généraliser, et on va vous montrer ça en images. Donc, sur les enjeux, on va pas revenir à ce qu'on a bien présenté ce matin là, pendant l'introduction, l'importance de pouvoir recycler des gisements complexes, améliorer la pénibilité, enfin éviter la pénibilité au poste de travail. Il faut savoir que le tri, ça a démarré par du tri manuel sur un convoyeur avec des opérateurs qui font 3000 à 3500 gestes sur le poste, un poste de tri. Donc c'est énorme, des charges importantes. C'est aussi du tri au sol où on décharge des produits au sol et on vient trier les matériaux. Pas des conditions faciles, et toute cette automatisation, toute cette robotique a permis justement d'améliorer les conditions de travail et de faire diminuer cette pénibilité au poste de travail. Aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, l'importance de la qualité pour les filières de recyclage. Produire une matière première, il faut avoir des standards qualité. Quand on vient du déchet et qu'on vous apporte des déchets, en gros c'est le chaos, c'est n'importe quoi. Et à partir de là, vous devez être en capacité de fournir une matière première pour un industriel. On parlait de boucler la boucle, de rentrer dans l'économie circulaire. Un industriel, il a un cahier des charges à l'entrée, il a un cahier des charges à la sortie. Il faut qu'on soit en capacité de fournir des indicateurs de qualité pour que la matière première, c'est la base. C'est la base. Donc tous ces outils d'automatisation, et tous ces robots permettent justement d'arriver à cette cible d'industriels de l'environnement. 2 exemples sur 2 typologies de déchets, c'était évoqué aussi précédemment. L'importance de la typologie de déchets, on décline des technologies de vision, des bras robotisés, de la spectrométrie infrarouge, du tri à rayon X, en fonction des flux qu'on reçoit. Donc l'importance, quand je me souviens à l'époque, peut-être certains, où vous alliez avec votre grand-père dans la décharge du village avec la télévision dans la brouette. Donc là, ça a quand même bien évolué. Les REP se sont constitués, on a des flux qui sont préparés, et du chaos,
du chaos, on a réussi à définir des catégories de matière avec des caractéristiques, et de ces caractéristiques-là, maintenant, on peut automatiser. Donc 2 exemples, l'unité Robin sur des déchets d'ameublement et l'unité Bordeaux Métropole Valorisation qu'on vient tout juste de démarrer. Alors c'est deux projets du territoire, ils sont à une dizaine de kilomètres d'ici. Donc le Robin, c'est le 3e, et le centre de tri de Bordeaux Métropole Valorisation, c'est dans la lignée de l'automatisation des centres de tri chez Veolia, donc, que je vais vous présenter en vidéo. Et donc, je serai accompagné de monsieur Henri là, pour illustrer un peu la collaboration qu'on a pu avoir là maintenant depuis presque 6 ou 7 ans et qui a contribué à... L'important, c'est, on peut être un grand groupe, il y a les besoins des collectivités, l'importance du tissu local et de spécialistes de la robotique pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Alors, comme on l'évoquait juste précédemment, l'importance d'analyser les flux. Donc, quand on est industriel, on n'improvise pas, on ne peut pas improviser. Donc, il faut arriver à identifier et à caractériser la complexité. Le déchet, c'est le chaos. Donc, il faut arriver à comprendre exactement qu'est-ce qu'on a à trier. Par rapport à l'industrie, dans l'automobile ou même dans les pizzas industrielles, eh ben, le flux, c'est toujours le même. Il y a des variations, mais on sait que la pièce automobile, elle va toujours être pareille. Là, une bouteille en plastique, une planche de bois, une pierre, n'importe quoi, elle peut être mouillée, elle peut être couverte de poussière, une bouteille en plastique, elle peut être pliée, elle peut être pleine d'eau. Tout est possible, et ça, il faut pouvoir le prévoir. Donc, il faut identifier les flux. Une fois qu'on a identifié le flux, qu'on a compris ce qu'on veut faire, c'est choisir la technologie, valider les technologies dans une manuelle d'essai et faire des crash tests, c'est-à-dire imaginer des situations un peu périlleuses pour valider. Parce que quand vous démarrez un process à plusieurs millions d'euros, que la région investit ou l'ADEME investit, la collectivité investit et que ça foire, eh ben, c'est pas super. Donc il faut valider ces technologies bien avant. Et notamment, je ne sais pas si Hervé, tu peux en parler. Pardon. Oui, les projets qui foirent, on va éviter d'en parler, mais ça arrive. Mais on s'en sort toujours. Donc, non, effectivement, Christophe, un des points importants pour rebondir effectivement sur ce sujet, la robotique, c'est pas une technologie nouvelle. La robotique, ça fait plus de 40 ans que ça fonctionne à l'échelle industrielle, dans l'automobile d'abord, et puis ensuite, donc avec des produits effectivement qui sont toujours les mêmes, qui sont connus. Ensuite, dans l'agroalimentaire, 20 ans après, avec des produits qui peuvent être aléatoires, c'est-à-dire des fruits qui n'ont jamais forcément la même forme, mais qui se ressemblent quand même un peu. Et puis maintenant, avec dans le monde du déchet, effectivement, avec des produits qui sont non pas connus ni aléatoires, enfin qui sont un peu aléatoires, mais qui sont surtout inconnus. Et donc c'est cette notion de flux inconnu qui fait la grosse différence. Et sur lequel effectivement l'analyse des données, la vision, le traitement d'images et donc ensuite l'appréhension, qui est aussi un autre problème quand on a des produits inconnus et de forme absolument différente ou aléatoire, et c'est à peu près n'importe quoi et autre chose de préférence. Donc on a à traiter effectivement ces sujets, et les technos aujourd'hui permettent de le faire. Mais la robotique en soi, la vision, qui sont les technologies principales de ces machines, ne sont pas des technologies nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui permet effectivement de traiter l'inconnu de façon probabiliste, puisque c'est vraiment la grosse différence entre ce qu'on pouvait traiter avec de l'informatique jusqu'à ce que le deep learning et l'IA commencent vraiment à porter des fruits et à apporter à l'échelle industrielle. Et donc, on a effectivement commencé à travailler sur ces sujets depuis une petite dizaine d'années. Et maintenant, à l'échelle industrielle, ça fonctionne. Donc, de façon tout à fait pertinente. Et ça ne pourra aller qu'en s'améliorant parce que l'IA fait des progrès très importants et le point névralgique, il est là. Donc, on est sur des technologies éprouvées avec une techno qui est l'IA, qui est en progression, à peu près, extrêmement rapide.
Donc, on parlait tout à l'heure là de collaboration homme-robot, donc des systèmes cobotiques. Donc, en voilà un. Donc, c'est un projet qui a été financé par la région Nouvelle-Aquitaine et par l'ADEME notamment. Il s'appelle Robin. C'est un système qui permet de trier tout ce qui est déchets d'ameublement. On va vous présenter une petite vidéo. C'est toujours plus sympa qu'un grand discours. Donc c'est à Bègles, c'est à une dizaine de kilomètres d'ici. Et c'est le 3e en fait. Le premier, il date de 2015. 2010, ouais, 2016. Ouais. Ouais. En fait, on a un flux de déchets d'ameublement et on a un système qui permet de faciliter l'appréhension. C'est sur une tablette, l'opérateur il sélectionne sur une tablette les produits indésirables sur le flux pour pouvoir arriver à avoir un flux majoritaire de bois. Les déchets d'ameublement, c'est principalement du bois. On retrouve aussi des déchets plastiques, on retrouve aussi des déchets composites, des canapés, voilà. Et donc principalement c'est du bois, donc du gisement éco-maison, éco-mobilier. Il faut arriver à pouvoir sortir tous ces matériaux. Donc là le schéma à l'écran présente les différents matériaux qu'on peut valoriser. Et en bout de ligne de tri, après que le tri soit opéré par le robot et l'opérateur, on retrouve du bois qui part en filière de valorisation. Type panneau à particules où vraiment là on réintègre la filière de valorisation et on refait de nouveau de la matière première pour des panneaux à particules. Donc on voit cette association homme-robot avec l'opérateur. Il faut savoir que comment c'était fait avant le tri des éco-maisons, donc il y avait un opérateur qui était au sol, qui allait séparer le matelas du canapé, ou alors on montait dans une pelle à grappin, c'est un gros engin thermique au milieu d'une plateforme. Là on voit l'opérateur qui a des conditions de travail type bureautique, qui est isolé et dans un environnement sain, sans poussière, sans aléas climatiques, et on produit une matière première à haute valeur ajoutée où auparavant on était un peu limite sur les critères qualité. Là on maîtrise les critères qualité et c'est la base pour l'industrie. Donc ce projet-là on l'a fait avec Siléane. Et on a développé trois solutions. Donc, je ne sais pas si Hervé, tu veux parler un peu du process itératif. Donc là, c'est le 3e. Donc on a fait on peut parler notamment, je démarre juste, on a démarré, c'était en 2014. Quand on a voulu avancer sur ce projet-là, on a pris des meubles, des jouets, on a mis un petit bras robotisé, un petit écran tactile et des meubles de poupée, on s'est amusé à les trier. C'était la première étape pour valider. Et puis après, on a avancé et on a augmenté la complexité jusqu'à arriver à trois solutions industrielles. Oui, alors on part souvent, alors particulièrement chez Siléane, c'est un peu notre métier, c'est de partir de feuilles blanches, donc on aime bien la feuille blanche. Alors on fait aussi des machines qu'on standardise au fil de l'eau et au fil de nos expériences et des intérêts du marché. Mais on est typiquement dans cette logique feuille blanche où on démarre un projet avec, comme je vous l'expliquais rapidement tout à l'heure, des flux de produits qui sont extrêmement variés, aléatoires et différents. Et donc, on ne peut être que très itératif et il ne faut surtout pas hésiter à s'ouvrir effectivement et à se questionner sur l'apport des technologies. Mais par contre, il faut tester le plus vite possible. Donc, cette démarche itérative, c'est d'abord effectivement imaginer des solutions, mettre des prix, mettre des budgets en face pour voir si ça a du sens. Et ça prend entre 2 secondes et 2 mois selon la complexité du sujet. C'est ensuite très vite maqueter vraie grandeur, échelle vraie grandeur pour vraie grandeur où effectivement en fonction de la nature de la problématique, avec des simulants où on travaille aussi beaucoup dans le nucléaire et là. La vraie grandeur, c'est plus compliqué, mais justement, donc des simulants ou des produits, comme le disait Christophe, à l'échelle d'une maquette. Mais valider, tester et mettre en œuvre vraiment les conditions de la vraie vie, parce qu'encore une fois, quand on travaille sur des produits et quand on automatise surtout des process manuels, je dirais que c'est très difficile à mettre dans un cahier des charges sans expérimenter les technos qu'on imagine.
Donc il y a toujours, l'opérateur a toujours plein d'astuces, a toujours des réflexes complètement automatisés dont il ne se rend pas compte lui-même. Et donc quand on fait un cahier des charges en observant un opérateur, si l'opérateur ne se rend pas compte de ce qu'il fait, on a aussi forcément des zones grises ou des choses qu'on ne voit pas. Donc la simplicité, le pragmatisme, c'est de faire des essais le plus vite possible à des échelles réduites. Donc d'abord imaginer des solutions, mettre des budgets en face pour voir si effectivement sur le plan à la fois technique et économique ça a du sens. Ensuite, deuxième étape, maqueter, faire des faisabilités, valider le plus vite possible. Donc, et puis ensuite on va faire un prototype, forcément une première machine. Robin, c'est donc aujourd'hui il y a 3 machines effectivement mais il a fallu en faire une première. Et la première, c'est jamais celle qui marche le mieux, donc ça c'est bien connu. Mais donc c'est l'expérimentation à l'échelle industrielle. Et puis ensuite, effectivement, on part sur des développements série. Mais cette démarche cette démarche feuille blanche, en général, c'est forcément plus long que d'acheter une machine catalogue. Mais quand on part d'une situation manuelle, c'est forcément, on conseille très vivement de passer effectivement par ces échelles, et c'est une échelle de temps entre 12 et 36 mois selon la problématique en général. Donc un autre exemple, un centre de tri de collecte sélective. Donc comme on l'évoquait précédemment, c'est les centres de tri les plus automatisés, c'est les premiers flux qu'on a triés. C'est des flux assez simple, qu'on connaît bien maintenant, c'est des flux légers, parce que la particularité des objets de collecte sélective des ménages, c'est que ça tient dans la main. Ça fait quelques grammes, on trouve parfois des grands cartons, des grandes choses, mais c'est petit, c'est connu, donc on a pu automatiser. Là, on arrive, Bordeaux Métropole vient d'acquérir un nouveau centre de tri, donc c'est une installation de 35 millions d'euros, hautement automatisé. On a répondu à un appel d'offres, on l'a remporté, on a pensé usine 4.0, usine du futur, et on a mis toutes les technologies qu'on connaissait, qu'on avait éprouvées notamment dans nos halls d'essai, éprouvées sur les centres de tri partout en Europe. Et le centre de tri de Bordeaux Métropole est l'un des plus modernes d'Europe, qu'on vient de démarrer il y a un mois. Là, normalement, si vous êtes bien sérieux, vous devez tous trier vos emballages, et suivant les extensions, alors je ne sais pas s'il y en a qui ne trient pas dans la salle, ils viennent me voir, pour qu'on en parle. donc là, le centre de tri, il est vraiment top. Opération soutenue par l'ADEME et par Citeo. On vient de le démarrer. Une petite vidéo. On ne peut pas tout vous présenter parce qu'il est énorme. 14 machines de tri optique, 3 robots, système de mise en balle automatique, de l'IA. Donc il a démarré il y a un petit peu plus d'un mois, quoi. Donc 14 tri optiques, c'est toutes les secondes, c'est 80 mètres carrés de déchets qui sont scannés par des tri optiques. Et souvent, il y a 20 ans, il y a quelques anciens dans la salle, là, on parlait de l'automatisation et de l'opérateur en contrôle qualité. Ça y est, on y est. Donc ça, on a 3 robots de ce type-là qui viennent corriger les dernières erreurs que le tri optique n'a pas réussi à faire. S'il y a quelques déchets qui restent, pour avoir un flux parfait, il faut savoir que c'était complètement mélangé quand c'est arrivé. On a les 14 tri optiques qui trient les déchets, et ces 3 robots qui affinent, et on a encore des collaborateurs, mais les collaborateurs qui sont sur les lignes de tri, ils sont en contrôle qualité. Ils ne sont pas à prendre les déchets à plus de 3000 gestes par heure. Et notamment sur ce centre de tri, on a innové. Donc les tri optiques, comme on l'évoquait, c'est une technologie éprouvée. Il y en a 14. Le flux est propre. Mais il faut continuer à innover sur les conditions de travail, les TMS, la pénibilité. Et alors sur l'image de gauche, alors je ne sais pas si certains savent ce que c'est. Alors c'est pas quelqu'un qui fait de la tectonique. C'est pas non plus quelqu'un qui joue à Just Dance. C'est une caméra stéréoscopique, qui analyse la gestuelle des opérateurs, et donc c'est pas intrusif parce qu'il y a certains systèmes qui existent de reconnaissance avec des bracelets. Alors vous imaginez, vous arrivez au travail avec des bracelets,
pas idéal hein, psychologiquement. Là, c'est une caméra type Kinect qui est au-dessus du poste de travail et qui vient regarder la gestuelle des opérateurs pour pouvoir voir s'il fait des gestes, combien il fait de gestes, savoir si on est dans la norme. Il y a une norme pour la gestuelle au poste de travail. Ça, tout l'aspect gestuel dans l'industrie automobile, c'est extrêmement documenté. Dans l'industrie du déchet, un peu moins. Et donc, avec ce système-là, qui est une innovation qui sera déployée sur l'installation, on vient voir la gestuelle de l'opérateur. Alors, bien sûr, ça se fait en collaboration avec les instances représentatives du personnel, parce que c'est bien pour la gestuelle, mais d'autres vont vous dire, mais vous comptez les gestes des opérateurs, là, et vous regardez les cadences. Bah, voilà, il faut, en bonne intelligence, avec la médecine du travail, avec les opérateurs, mettre en place ce système, soit 1 heure, 2 heures, soit le poste. Donc ça, c'est tout ça qu'on est en train de déployer. Les 3 robots à intelligence artificielle aussi qui sont déployés sur ce centre de tri. Donc on les a placés à des endroits, souvent on met les robots où quand c'est trop lourd, trop sale, ou alors des conditions de température qui ne sont pas adaptées pour l'homme, pour pas l'exposer à des dangers. On a mis les robots sur les déchets souillés. Il faut savoir que dans les extensions de consigne de tri des plastiques, maintenant on met les pots de yaourt, on met les barquettes, et parfois il reste des déchets alimentaires. Et ces déchets alimentaires qui restent 2-3 jours dans la poubelle, peuvent engager une certaine fermentation, alors qu'une bouteille ou un flaconnage plastique, lui, est plutôt propre. Donc on a mis les robots vraiment aux endroits où ça le nécessitait pour laisser une part d'emploi local, tout en faisant une part d'automatisation sur où il y a une forte pénibilité ou alors il y a des risques sur la santé. Et pour terminer, sur la partie IA, alors le robot c'est un système à intelligence artificielle, mais je pense dans l'après-midi on vous en parlera dans le détail, donc je vais plutôt parler de la partie opérationnelle. Et on a aussi installé 5 scanners qui mesurent la qualité de ce qu'on fait. C'est-à-dire, trier c'est bien, mais si on fait pareil à la sortie n'importe quoi et qu'on amène ça à un industriel et que derrière lui il a un process à concevoir, donc il faut arriver à contrôler la qualité de ce qu'on fait. N'importe quel industriel va vous dire, moi je contrôle la qualité de ce qui sort. Donc après avoir fait ce tri par ces tri optiques, ce tri par ces robots, ce contrôle par les opérateurs de tri, vient un scanner portique, on en a 5 à la sortie, où on vient valider la qualité du papier, la qualité des plastiques et la qualité des matériaux pour que ce soit repris dans les filières. C'est vrai que souvent quand on parle d'automatisation, on pense tout de suite au robot, mais automatiser le contrôle qualité et l'avoir en continu, c'est aussi l'automatisation. Alors c'est moins spectaculaire que voir un bras robotisé, mais ça en fait partie. Et la vision notamment, c'est le cœur, c'est le point de départ, quoi. Je sais pas, Hervé, si tu veux en dire. Oui, bien sûr, mais enfin, les technologies, vision et IA sont complètement liées. C'est ce qui va capter l'information et la définir. Vous imaginez, un flux de déchets, c'est un flux en vrac dans lequel les objets sont superposés, sont les uns sur les autres. On ne peut pas comparer un déchet à un autre. Donc là, il faut avoir effectivement des images qui soient les plus précises possibles. Et puis donc des réseaux de neurones derrière qui vont faire le boulot et qui vont de façon probabiliste et de façon auto-apprenante s'enrichir de l'expérience pour pouvoir analyser et effectivement définir, trouver un objet dans une image qui n'est en fait constitué que de pixels à la base, donc sur le plan physique. Et donc il faut aller segmenter des objets sans en avoir la connaissance et ensuite identifier la matière. Donc ces technos vision IA sont absolument au cœur du sujet. Ensuite le bras, le bras robot, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Enfin, la nuit des temps, on parlait de 50 ans déjà, mais à l'échelle aujourd'hui, c'est tout à fait éprouvé. Et les prenseurs, c'est un vrai sujet aussi. Mais on arrive aujourd'hui à traiter des machines, à traiter des flux avec autour de 90% de taux de réussite. Et l'enjeu, c'est de monter à 99%, comme dans beaucoup d'industries. Et ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut que l'IA progresse quand même beaucoup. Et la mécanique aussi, en termes de préhension. Voilà. Donc... Voilà, donc pour ma part, moi je vous en parlerai encore des heures, mais je vais m'arrêter. C'est vrai que sur le préhenseur, notamment, on voit là, c'est plus inspiré de crabe, une pince de crabe. Il y en a d'autres, ça va plus être la ventouse, il y en a d'autres, ça va être la main, il y en a d'autres, ça va être des picots. Tout est possible en termes de préhenseur, tout est possible en termes de bras, tout est possible en termes d'identification. En résumé, maintenant, tout est possible. Voilà. Donc je vais passer la parole à Manuel et... Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Donc, on fait aussi du démantèlement avec de la robotique. Donc, on n'en a pas parlé, mais c'est dans le monde du déchet, il y a à la fois le démantèlement et le tri.
Et la robotique permet aussi de traiter ces sujets-là de façon importante. Voilà. Et ne triez pas trop, parce qu'il faut quand même qu'on fasse des robots. Merci. Ouais, donc je passe la parole à Johan Rocher, donc groupe Branjon. Et donc là, voilà, on va changer de secteur d'activité, on va aller sur les déchets du bâtiment. Et donc je lui laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc groupe Branjon, nous sommes situés dans les Pays de la Loire. Alors on n'est pas en local, mais on commence à bien s'implanter. On est présent dans la région Nouvelle-Aquitaine depuis 2017. Pour ma part, je dirige l'agence recyclage en Nouvelle-Aquitaine pour le groupe Branjon. Donc je vais vous présenter notre troisième site qui s'appelle l'Écopole. Voilà, donc l'Écopole de Bellevue. Donc l'Écopole, on a créé le site avec deux autres sociétés. Donc le groupe Cassou, que vous devez connaître, qui est un groupe du BTP girondin, qui a 50 ans, donc familial et indépendant, comme le nôtre. Et le groupe Garando. Donc le groupe Garando qui est situé à Cognac. Un groupe qui fait des groupes de matériaux et de construction. Donc avec ces trois entités, nous avons créé l'Écopole de Bellevue, donc site qui a ouvert le 1er avril 2022. Alors, l'Écopole est à Mérignac, vous voyez sur le plan. Donc nous avons deux sites, un site à Sainte-Eulalie qui est le siège de l'agence, plus au nord de Bordeaux, et un autre à Bordeaux-Lac, donc le troisième site, Écopole de Bellevue à Mérignac. Donc qu'est-ce qu'on y fait sur ce site? On va trier les déchets provenant du BTP. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher la matière valorisable, donc le surtri dans les bennes de BTP, bennes de tout venant de BTP. Donc généralement sur les chantiers, vous avez plusieurs bennes, carton, plastique, gravat et autres, et la benne tout venant. Et dans cette benne tout venant, on a constaté des erreurs de tri, et on va rechercher la matière valorisable dans ces bennes-là. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne cette unité. Alors vous la voyez en photo là derrière les personnes. Voilà. Donc quel est l'objectif déjà de cette unité? Donc l'objectif, c'est passer de 50 000 tonnes sur cette chaîne et d'aller chercher 80% de valorisation. Alors comment on fait? Donc on réceptionne la matière sur le site, on trie les déchets inertes dans un premier temps, et puis les déchets non dangereux dans un second temps, pour créer de la matière première secondaire. Comment ça fonctionne? Hop là. Donc premier process, on accueille la matière. Donc on accueille la matière sur des ponts bascules que vous voyez là, donc double pont bascule, et on regarde si la matière correspond à la chaîne. Une fois que cette matière correspond, elle est vidée et chargée dans notre process. Donc chargée dans notre process pour aller chercher les matières inertes et les matières valorisables. Alors avec différents cribles, différents aéroliques, et pour finir, une table de tri. Donc dans la diapo suivante, voilà, c'est là où je vais vous expliquer le process. Donc comment on fonctionne? Donc, je me mets devant, voilà. Donc il y a un premier crible. Donc un premier crible, c'est un tamis, où on va trier tout ce qui est inférieur à 150 mm, à 15 cm. Donc tout ce qui est inférieur à 15 cm tombe dans un second crible. Tout ce qui est supérieur à 15 cm, je vous en parlerai après. Donc, on reprend, tout ce qui est inférieur à 15 cm tombe et passe dans un second crible. Dans ce second crible, on va refractionner en 3 dimensions. 0,6, 6,30, 30, 150. Le 0,6, c'est de la partie très fine. Il n'y a que de l'inerte dans ce 0,6. Pour vous représenter un petit peu ce que c'est de la farine. Donc très très fin. 6,30, donc le 6,30, on va avoir de la matière légère et de la matière lourde. La matière lourde, c'est de l'inerte. La matière légère, c'est le plastique. Comment on les sépare? On les sépare en les passant dans un aérolique. L'aérolique, c'est quoi? C'est un système de soufflerie qui sépare le lourd du léger. Le léger, le CSR, le lourd, matière inerte. Troisième fraction, 30, 150, même système. Séparation du lourd, du et du léger. Le léger, le CSR, le lourd, matière inerte. Donc pourquoi on sépare en 3 fractions? Justement pour passer en aérolique. Puisque l'aérolique, système de soufflerie, si on met du trop léger avec du très lourd, du très léger avec du très peu lourd, on n'arrive pas à séparer et nos fines
passe dans la partie légère. Donc le but, c'est de garder les fines, qui sont que de l'inerte, dans la partie légère. Donc c'est pour ça qu'on sépare en plusieurs fractions. Donc là, on a sorti tous les inertes et tous les légers. Deuxième, donc on revient au début, premier crible, le plus de 150. Plus de 150, qu'est-ce qui se passe? Le plus de 150, il passe en cabine de tri. En cabine de tri, qu'est-ce qu'on va sortir? On va sortir le bois, le carton, le plastique, le plâtre, les papiers, les métaux. Donc toutes les matières valorisables. L'ensemble de ces déchets passe sur des overbands. L'overband pour capter toutes les matières métalliques. Et ensuite, qu'est-ce qu'il en ressort? Le refus. Donc quand on passe nos matières dans ce process, 80% de ces matières-là sont valorisables, 20% en refus. Donc ce qui nous permet de diminuer significativement les déchets qui étaient dédiés à l'enfouissement. Il faut bien avoir en tête, c'est de la matière qui était dédiée à l'enfouissement, qui passe sur nos sites, et ensuite qui va à l'enfouissement, donc où il y a 100% qui était dédié à l'enfouissement, on n'en met plus que 20%. Donc là, pour répondre à la loi de transition énergétique, on en a parlé précédemment, qui est de diminuer de 50% l'enfouissement en 2025 vs 2010. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a monté ce projet. Une fois que tout ça est trié, qu'est-ce qu'on fait de la matière? Donc la matière, on a des matières premières, secondaires. Alors on en parlait tout à l'heure, pour répondre à des cahiers des charges, soit d'industriels, soit de personnes qui remettent sur le marché, notamment sur les inertes, donc avec des cahiers des charges très stricts, pour que cette matière-là retourne dans le process, donc tout le temps dans l'économie circulaire, puisque la matière qui vient sur le site, c'est de la matière qui est à 20-25 km de Mérignac, donc en Gironde, et elle va repartir, pareil, à 20-25 km de notre site. Donc l'idée, c'est vraiment de coller à l'économie circulaire, de répondre à la loi de transition énergétique et de valoriser un maximum de matière. Alors on n'a pas de tri optique, on parlait de tri optique tout à l'heure, on n'a pas de tri optique sur cette chaîne-là. Pour information, on est en train d'en faire une deuxième qui va être dans les Pays de la Loire. On compte sur l'ADEME pour nous aider sur ce projet. Et là, sur ce projet, en Pays de la Loire, on aura des tri optiques. Sur cette matière-là, on va aller encore plus loin dans le tri, et cette chaîne ne sera pas pour les déchets du BTP, mais pour l'ensemble de nos DIB. Voilà, j'en ai fini sur l'explication de l'écopole. Merci. Merci Johan. On va donc maintenant aller sur Alex Marcoing, donc du CETIA, qui va peut-être présenter rapidement le CETIA. Enfin voilà, ça fait partie de sa présentation, puis ses projets. Exactement, merci. Bonjour à tous. Je vais juste récupérer. Donc nous, le CETIA, on est une entreprise très jeune. Elle a été créée, le CETIA a été créé fin 2021 par l'école d'ingénieurs Estia, qui est basée à Bidart, et le CETI, le Centre européen des textiles innovants, qui recycle de la matière textile. Et vraiment, on a pour objectif donc de développer des nouvelles technologies pour s'attaquer à la préparation automatisée des gisements textiles, cuir et chaussures. Je pense que c'est ce qu'on va voir là. Donc vraiment, voilà, notre objectif à nous, et c'est ce que mes collègues énoncé aussi avant, c'est qu'on a des produits qui sont vraiment très variés dans le textile. On va passer par différentes matières, différentes typologies d'assemblage, différents points durs. Ce que nous on appelle des points durs, ça va être tout ce qui va être boutons, zip, élastique, tout ce qui vient finalement contaminer le recyclage derrière de la matière textile en elle-même. Donc voilà, c'est nos problématiques au niveau des produits textiles. Et donc on va chercher justement à concevoir, à démontrer et à transférer ces nouvelles technologies qu'on est en train de créer, ces nouveaux process. Donc ça c'est pour l'ensemble de la filière textile. Donc on est à la fois sur du post-consumer mais aussi du pré-consumer, puisque on a notamment les marques de luxe qui ont des invendus, et de nombreux invendus qu'il faut traiter. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a du pré-consumer. Au niveau des articles, on va traiter à la fois la chaussure, tout ce qui est vêtements, mais aussi des lignes qu'on a appelées des lignes exploratoires. Il y a de nombreuses marques qui cherchent justement à démanteler, à recycler leurs produits. Et ça peut très bien être aussi des sacs,
des articles de sport, etc. Et donc on se penche aussi sur cette typologie d'articles-là. Au CETIA, on a organisé un peu notre travail autour de 5 axes qui vont être l'identification. Justement, c'est ce dont on parlait avant aussi. C'est finalement connaître son produit et connaître aussi le potentiel de valorisation de ce produit-là. L'objectif, c'est pas forcément de démanteler tous les produits pour aller faire de la boucle fermée, puisque ça va demander des investissements qui vont être importants, des process qui peuvent être lourds. S'il n'y a aucune débouchée derrière, il n'y a aucun intérêt pour un produit d'aller vers le démantèlement complet. Donc c'est là aussi tout l'intérêt de la première étape d'identification. Mais l'étape d'identification nous permet aussi de connaître les assemblages, notamment des produits, pour les orienter vers les bons process de démantèlement derrière. Et c'est là où on a finalement toute notre phase de démantèlement où on va déconstruire les produits. On parle de délissage dans le textile. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être autour de l'identification de la matière, la détection de la composition matière, de la couleur aussi, puisque quand on va recycler et refaire du fil notamment à partir de gisements textiles, on veut éviter de reteindre ces gisements-là, et donc le tri par matière et par couleur, justement par couleur surtout, est très important pour éviter d'avoir à refaire des teintes et finalement à polluer encore une fois. On va avoir tout ce qui va être système de tri derrière et de préhension. Là, on a aussi des choses qui vont être assez complexes puisqu'on va retrouver différentes typologies de perturbateurs et de textiles. On va être sur des produits qui sont souples et qui sont pas forcément positionnés correctement, etc. Donc ça, c'est aussi tout le travail qu'on mène. Et derrière, on va aussi avoir l'étape de préparation, qui va être plutôt une étape de conditionnement, de lavage, d'hygiénisation, en fonction des produits, d'où ils viennent, et en fonction du cahier des charges aussi des recycleurs derrière. Recycleurs qui peuvent être justement le CETI, qui est donc l'un de nos partenaires, et qui vont revaloriser la matière. On s'occupe absolument pas de la collecte, vraiment nous on se place donc entre la collecte et la valorisation, et donc on a pour objectif, voilà, comme je le présentais au début, c'est vraiment d'être actif sur ces étapes de préparation matière et de faire évoluer ces étapes de préparation, puisqu'aujourd'hui elles sont uniquement manuelles et donc très coûteuses, et pour l'industrie textile, on n'a pas assez de gisements finalement qui sont démantelés et qui vont vers ces centres de recyclage derrière. Et donc on a un manque de matière et on a un manque finalement de rentabilité économique sur la filière recyclage pour avoir de la matière première réutilisable dans l'industrie textile. Donc on est une entreprise jeune, mais on a fait pas mal d'investissements, et notamment grâce à la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis de financer diverses machines qui existent déjà, qui sont déjà fabriquées et en service. On a notamment des machines de tri, donc qui est la FiberSort, qui est développée par Valvan et qui est une machine de tri proche infrarouge qui nous permet de faire des tris par composition matière et couleur. On a ensuite des systèmes de délissage sur des textiles simples, des textiles monocouches. On va avoir peu de points durs, on va dire, des boutons, des zips, ce genre de choses, mais pas des vêtements qui vont être très complexes, avec des multicouches, énormément de points durs. Et donc ça, c'est un système qui est totalement mécanique, où finalement on va couper en entrée les produits sous forme de chiquettes, et le système permet de défibrer les différentes chiquettes, et par gravité de laisser tomber tout ce qui va être boutons, zip, etc. Et donc en sortie, on va finalement avoir de la fibre d'une même matière qui va pouvoir être mise sous balle et ensuite envoyée vers des filatures notamment. Et ensuite, on a tout ce qui va être, la dernière image que vous voyez, c'est un système de séparation pour les chaussures, séparation entre la semelle et la tige, le reste de la chaussure. Et donc ça, c'est des systèmes que justement on est en train de développer. Et donc l'ensemble de ces systèmes vont arriver au courant 2023.
On va investir le bâtiment, notre nouveau bâtiment de 1200 mètres carrés à Hendaye en avril, donc là prochainement. Et on a les premiers équipements qui vont arriver au cours de l'année. Au niveau des projets qu'on a en cours, donc on a pas mal de projets qui sont privés et qui sont financés directement par les marques, puisque vraiment, eux, ils ont envie d'avancer et d'aller vite vers cette phase de recyclage et de démantèlement. Mais aussi, on a aussi des plus gros projets qui sont financés par des fonds publics, notamment la région, mais aussi l'Europe. Donc au niveau du premier projet, qui est le projet ID Shoes, c'est un projet qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui a pour objectif de reconnaître les modèles de chaussures. L'idée derrière, c'est d'accéder à la fiche produit de la chaussure et donc d'avoir toutes les informations sur la composition et l'assemblage de ce produit-là. Et ça fait le lien directement avec le projet qu'on a appelé Reshoes et qui est un projet à 1 million financé à 50% par la région et donc qui a pour but, lui, de démanteler et de séparer l'ensemble, pour toute typologie de chaussures, les semelles des tiges. Et donc c'est grâce finalement à ID Shoes et à la connaissance qu'on a sur les produits qu'on va pouvoir orienter les chaussures vers les bonnes solutions de démantèlement derrière. Le projet Reshoes, il permet aussi, en sortie de démantèlement, de faire du tri sur les semelles par composition pour que derrière ces semelles soient revalorisées. Ensuite, on a un projet qui s'appelle le projet Skirt, et donc qui est un projet européen où là, on vise à aider les opérateurs, à leur faciliter le travail au niveau justement du démantèlement. Et donc, on met en place des solutions de génération de trajectoires automatisées pour venir découper certains points durs, notamment les boutons, les zips, ce genre de choses. Là, on est sur des TRL assez élevés au niveau du projet européen et on est sur des vêtements plutôt basiques. Et donc voilà, l'objectif c'est, ce que je n'ai pas forcément précisé, mais les recycleurs, pour refaire du fil, ils ont besoin aussi d'une longueur de fibre qui va être importante pour pouvoir faire du fil de qualité qui puisse être réutilisé dans l'industrie derrière. Et c'est aussi ça qu'on cherche à faire avec le projet Skirt, c'est finalement éviter de défibrer entièrement une étoffe, un textile, et de garder le maximum de matière textile intacte pour que ça soit justement au revalorisateur derrière de faire ses choix en fonction de la qualité en elle-même de la fibre qu'il reçoit et des besoins derrière de ces process. Et finalement, on a le dernier projet qui est le projet Trace, qui lui est vraiment un POC qu'on a fini de développer l'année dernière, mais qui va sûrement passer à l'étape suivante de démonstrateur, où là on travaille de la même manière sur une intelligence artificielle, mais on travaille surtout sur des vêtements complexes, c'est-à-dire que là on va retrouver des manteaux, donc avec plusieurs couches, des points durs qui vont être pas forcément visibles et donc des points durs qu'il va falloir aller trouver justement entre les couches des vêtements. Donc ça c'est toute la complexité de ce projet. Il y a à la fois la technologie d'intelligence artificielle, mais il y a aussi finalement comment on vient capter l'image, l'acquisition du produit pour récupérer les informations dont on a besoin. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très important pour nous et sur lequel on travaille beaucoup. Et il me semble qu'il y a une petite dernière. Donc voilà, le projet Reshoes, c'est vraiment notre première ligne de recyclage, de démantèlement, pardon, qui va arriver. Et donc voilà, c'est 3 cellules qui sont en train d'être fabriquées en ce moment même. Une cellule qui va permettre d'arracher les semelles des chaussures. Ça, c'est pour tout ce qui va être assemblage collé entre la semelle et le reste de la chaussure. On va venir réactiver thermiquement les chaussures pour pouvoir venir les arracher. Et on va aussi avoir donc une autre cellule qui va être une cellule de découpe et qui va permettre de venir découper directement dans la semelle pour faire cette séparation. Et ensuite, on a notre dernière cellule de tri des semelles par composition et aussi par couleur. Voilà.
pense que c'est tout. Merci à tous. Alors, écoute. Voilà, donc on arrive au terme de la première partie là, des présentations. Donc je regarde, est-ce qu'on peut donner la parole à la salle pour quelques questions, Christophe? Donc voilà, je vous propose qu'on ouvre et puis on fera une petite synthèse à la fin. Donc vous avez des micros, la salle est très bien équipée. Donc voilà, lancez-vous s'il y a des questions particulières pour les intervenants. Et je pense aussi qu'on peut ouvrir les questions par rapport à la session d'ouverture également. Et les intervenants sont également ici, donc ils pourront prendre la parole si vous avez des questions à leur poser. Je me lance. Bonjour. Merci beaucoup, Nicolas Perry, en rouge au milieu. Enchanté. Merci beaucoup pour cette matinée qui est déjà passionnante. Donc la suite de l'après-midi devrait être magnifique. Une question pour les déchets de la construction qui sont un volume et une masse hallucinante dans nos déchets. Est-ce que vous travaillez pour aller jusqu'à l'étape de déconstruction, c'est-à-dire pas attendre de recevoir des déchets, mais accompagner des opérateurs qui peuvent déconstruire de manière plus sélective et pourquoi pas utiliser des technologies du numérique, de l'identification, la maquette numérique du bâtiment, ainsi de suite, pour pouvoir mieux filtrer et peut-être mieux tracer ce qui vous arrivera dans vos filières? Oui, on travaille avec les déconstructeurs, notamment en fait sur de la visite de chantier pour identifier ce qu'il peut y avoir et ce qui peut être recyclé, ce qui n'est pas recyclable et ce qu'ils peuvent mettre dans les différentes bennes. Et après, associer de la technologie à tout ça, oui, on est tout le temps en prospective justement. Alors notre unité, elle n'a pas un an encore. On a déjà fait différents tests pour l'améliorer. Et pour tout le temps coller au marché. Donc c'est des choses qui oui, on est en pleine réflexion dessus, notamment peut-être pour y intégrer du tri optique. Ce qu'on peut dire sur ce sujet-là, c'est qu'il y a une formation diagnostiqueur sur les déchets du bâtiment, donc qui est portée par Fédérec en particulier, donc avec Labourcert qui est notre bras armé sur ce sujet-là. Donc on a pris un petit peu de retard sur la mise en œuvre, mais l'idée c'est vraiment celle-là, c'est-à-dire de détecter lors du diagnostic avant démolition d'un bâtiment quel est le gisement réemployable déjà, puisque donc c'est quand même un des grands mouvements de l'économie circulaire et de la loi AGEC en particulier, c'est de développer le réemploi, la réparation, avec un soutien financier des éco-organismes. Donc ça, c'était une charge nouvelle qui arrive dans le paysage et donc des moyens considérables fléchés pas mal vers l'ESS. Et donc voilà, cette phase particulière amont, donc on a élaboré toute une formation donc pour plutôt orientés bureaux d'études avec la double lecture, je dirais compétences bâtiments, compétences déchets, justement pour accompagner la maîtrise d'œuvre au démarrage. Allô, oui, bonjour, Antoine Jean-Jean de Digital Aquitaine. J'avais une question sur les points durs aujourd'hui auxquels vous êtes confrontés. Quelles sont les problématiques techniques auxquelles vous faites face et sur lesquelles vous bloquez un peu? Les problématiques techniques, mais c'est ce qu'on disait en préambule en fait, c'est que la difficulté du déchet, c'est que c'est très, très hétérogène. Et c'est notre plus grosse problématique, c'est qu'en fait, on ne sait jamais ce qui va rentrer. Et du jour au lendemain, ça peut être totalement différent. Donc la plus grosse problématique de nos unités, c'est ce qui entre dedans et l'hétérogénéité du flux et l'évolution du flux. Parce que le flux d'aujourd'hui ne sera pas le flux de demain. Donc c'est la plus grosse problématique, c'est ça, pour nous. Un autre sujet hyper important, c'est un industriel pour investir des solutions robotiques au numérique, ça coûte un certain prix et il lui faut une vision, il a besoin d'une vision. Une fois qu'il a franchi le pas de la complexité du gisement qu'il a identifié, il faut arriver à se mailler dans le territoire. Donc il faut aussi qu'il y ait des filières de recyclage. Si demain on se met à recycler, on évoque les semelles de chaussures, donc on a déjà fait une prouesse technologique, mais derrière, il faut la filière qui utilise ces semelles de chaussures pour un process. Donc c'est arriver à créer un maillage et avoir de la vision. Et là, il y a, à l'échelle de la région, donc je me tourne vers vous, Maud, il
il y a une structuration à avoir, il y a une vision un peu holistique qui est extrêmement compliquée parce qu'on est sur des métiers nouveaux. La technologie, elle est là. Hein. C'est des briques technologiques à enchaîner, on les connaît, on a les process industriels pour les valider, mais c'est comment on crée une filière, comment on la pérennise, et c'est le modèle économique qui est à tenir, parce que démarrer un robot qui trie quelque chose ou qui l'envoie dans une filière de recyclage, on va dire c'est facile. Enfin, il y a de la complexité, mais on sait faire ça. Mais c'est créer ces filières, créer cet enchaînement, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Et là, il y a besoin d'une structure énorme à l'échelle d'un territoire qui permet de structurer ça, quoi. Alors, je sais pas, enfin, si vous voulez rebondir. Oui, je peux rebondir. Effectivement, c'est un des enjeux, effectivement, de structurer et de consolider les filières, et c'est tout le travail qui est engagé par la région Nouvelle-Aquitaine et par les services. Au fur et à mesure, on arrive à structurer en amont et en aval les filières, et on met tout en œuvre justement pour arriver à structurer ces filières. On est parti sur le verre, on parlait de la déconstruction du bâtiment aussi, on est en train de travailler autour, mais voilà, c'est vraiment sur toutes ces problématiques de déchets derrière, comment on imagine en amont, en aval, le traitement, et c'est ce qui est travaillé, quoi. Et on a besoin de vous tous, les acteurs sur les territoires, pour compléter et puis pour venir amender et alimenter nos réflexions et nos engagements. Et sur ce point-là, donc en fait, il y a différentes phases. Je dirais, au début, je dirais le recyclage s'est fait dans un premier temps. Il y avait des fondeurs, il y avait des verriers, il y avait des papetiers, donc de manière assez naturelle, avec les déchets de production, sont arrivés, je dirais, la fin de vie avec les déchets des ménages et des industriels. Donc premier cycle. Deuxième cycle, je dirais, désindustrialisation du pays. Donc ça veut dire que là, les filières sont construites beaucoup au niveau international, et la France exporte quand même une bonne partie de ses matières premières. Et donc là, on est dans un nouveau temps, un nouveau cycle où effectivement, il y a cette première phase des grandes masses. Déjà, les grandes masses sont identifiées. Il y a la question des flux. Donc on arrive assez bien à savoir avec les douanes ce qui sort de France. Maintenant, il y a la question des flux entre les régions. Et puis, il y a cette nouvelle philosophie qui est en train d'émerger sous l'impulsion des éco-organismes et surtout de la loi AGEC, de nouveau sur les obligations d'incorporation, où là, on rentre dans une nouvelle étape de dire, voilà, comment on peut rester, je dirais, dans le même secteur. De manière, je prends l'exemple des textiles, puisqu'on en a pas mal parlé. Longtemps, la filière textile, elle alimente la filière du bâtiment, avec des isolants en toiture, par exemple, ou la filière automobile pour des isolants sous capot moteur. Donc, en fait, je dirais, les filières se sont développées sous l'effet de l'opportunité, de la rencontre d'un cahier des charges techniques d'un consommateur, donc pas forcément dans le même secteur. Et le défi, effectivement, maintenant, c'est de voir dans quelle mesure on peut rester dans le même secteur industriel. Voilà, c'est les fameuses boucles courtes. Dans la vraie vie, il n'y en a pas beaucoup. Hein, je dirais, on a la bouteille en PET qui refait de la bouteille en PET, on a la bouteille en verre qui fait de la bouteille en verre. Et puis, on a comme ça quelques exemples. Mais dans la plupart des cas, dans les grandes masses, voilà, on change de secteur. Les ferrailles de l'automobile vont pour fabriquer des tours au Qatar, enfin voilà, des produits longs. Voilà, juste pour dire que voilà, on est dans ce temps-là, et il va falloir continuer à investir, notamment sur une analyse plus fine sur les différents grades, puisque la difficulté du recyclage, c'est la multiplicité des matériaux. On a 5 grandes familles de polymères, de plastique, mais à l'intérieur de ça, on a tout un tas d'assemblages chimiques, puisque voilà, quand on conçoit une pièce, elle a des caractéristiques précises à définir. Et donc, ça, c'est quand même la difficulté qu'on va rencontrer. Donc, il y aura certainement un temps, déjà de la réflexion sur l'éco-conception, ce qui est quand même une contrainte en plus, mais c'est quelque chose qu'on commence à voir arriver. Et puis, peut-être de standardisation, de simplification. Et au milieu de ça, je dirais, il y a 2 filières qui sont quand même assez importantes. C'est la filière CSR, qui est quand même, je dirais, une ressource locale pour le territoire qui permet de fournir de l'énergie, de l'énergie sous forme de chaleur et électrique. Donc là, il y a un gisement qu'on peut vraiment, je dirais, expérimenter et utiliser au maximum dans la région. Il y a encore un potentiel, et le comité stratégique de filière déchets a produit un très beau document là-dessus, et je vois Nora dans la salle. On a partagé ça récemment avec les pouvoirs publics pour donner les perspectives de la filière déchets au niveau des territoires sur ce volet de l'énergie. Il y a des optimisations à faire sur la partie des incinérateurs aussi. On sait que
sur les réseaux de chaleur, on peut faire des choses en plus. Donc déjà avoir en tête que la filière CSR, pour tout ce qui part recyclable facilement, c'est une alternative et c'est des quantités importantes. Et puis on travaille maintenant sur le clash chimique. Alors le clash chimique, on s'est posé un certain nombre de questions. Ce qui émerge, c'est 80% du recyclage chimique, ça sera de la pyrolyse, tournée vers les grandes résines plastiques polypro et polyéthylène majoritairement. Et l'avantage de ces filières, c'est qu'elles peuvent permettre, je dirais, de traiter justement des assemblages complexes avec la production d'huile de pyrolyse ou de gaz de pyrolyse. Et puis voilà, on l'a ça sur le recyclage des textiles, je dirais voilà, la dissolution des plastiques. Voilà, juste il y a tout un panorama. Donc la complexité, elle est d'agencer tout ça. Je dirais dans le temps, on a au niveau de l'État, au niveau de la DGPR en particulier avec le PIA4, je dirais des gens qui ont une vision globale, je dirais des projets et de la structuration industrielle du pays. Ça rejoint bien évidemment les enjeux de planification écologique, puisqu'on l'a vu, ça a été dit dans la première table ronde, tous les enjeux, je dirais, d'économie de CO2, d'économie d'énergie qui sont effectivement très très importants. Voilà, donc on rentre dans cette phase un peu de la planification. Donc pour l'instant, on se cherche, comme ça a été dit. Je trouve que c'est très bien que les différents acteurs se rencontrent, que voilà, on se découvre les uns les autres. Et puis maintenant, voilà, l'enjeu c'est de travailler ensemble. Mais je crois qu'effectivement l'enjeu de la région est extrêmement importante et que voilà, surtout on préserve, je dirais, le tissu des entreprises, qu'on capitalise, qu'elles ne soient pas affaiblies, je dirais, par la logique parfois, je dirais, purement financière des appels d'offres, dans certains cas des éco-organismes, mais voilà, qu'on se laisse cette possibilité, je dirais, d'une capacité d'investissement et d'innovation au sein des entreprises. D'autres questions ? Oui, j'ai une question. Bonjour, Florent Pêcheux, MRP Robotics. J'avais une question par rapport aux chiffres qui avaient été calculés par la société Artelia concernant l'investissement sur les îlots robotiques entre 150 000 euros et 700 000 euros, donc d'après la présentation. Je pense qu'on est plutôt sur 700 000 euros, parce que là, on part de zéro, en fait. Donc je pense que niveau argent, tout à l'heure, vous parliez d'investissement, on est sur des très gros chiffres. Ouais, je ne sais pas s'il y a suffisamment d'argent pour développer ça au niveau de la région, en tout cas. C'est une question remarque, je ne sais pas si voilà, est-ce que l'argent, on en a suffisamment pour développer des trucs comme ça? Parce que moi, je suis roboticien industriel et je sais que ça coûte très très cher. Donc voilà, c'est plus une question d'argent. Merci. Oui, c'est sur la première, c'est ça, entre 150 000 et 700 000 euros. Oui, c'est ça, ouais, au tout début, la première partie. Ouais. Nous, côté région Nouvelle-Aquitaine, après, ça dépend. Là, je ne vais pas vous dire en fonction des projets, mais il y a des soutiens financiers qui sont possibles côté région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça, c'est à travailler avec vous, les acteurs des territoires. Après, vous demandiez peut-être au CSF peut-être de répondre sur ces chiffres, c'est ça? Comment ils sont nés, qui sont très faibles au final, vous dites? Hein, oui, ça me paraît vraiment faible en fait. Ouais, c'est quand j'ai vu les chiffres, j'étais étonné. J'étais vraiment étonné. Ouais. Juste. Sur les chiffres, effectivement, je pense qu'on la fourchette qui est donnée, on est plutôt dans le haut de la fourchette suivant les installations. Je pense que comme on l'a pu le voir ce matin, dans la partie robotique, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte entre la qualité des flux et les types sur les trois aspects qui sont à la fois la partie analyse, reconnaissance et la partie préhension. Donc sur les budgets définitifs, bien sûr, chaque budget doit s'évaluer à l'aune du contexte précis. Voilà, donc l'étude, elle permet de calculer un premier ROI, elle permet de donner des enveloppes. Elle ne répond pas forcément, bien sûr, au cas concret d'un point qui doit être prolongé lors d'une étude. Donc ça reste entière la question du financement. Je pense qu'effectivement, il y a aussi une volonté des pouvoirs publics et de la région et du CSF d'accompagner ces projets. Juste une précision, en fait, c'est les 150 à 700 000 euros, c'est le coût dans un centre de tri de collecte sélective d'un robot, c'est pas les périphériques qui sont autour, et c'est le coût d'un robot sur un centre de tri globalement. Donc oui, votre question est pertinente, évidemment. S'il faut tout équiper pour un robot, ça coûtera plus cher que ça. Si en revanche, vous avez 3 robots dans un centre de tri, probablement, c'est à peu près la fourchette.
Juste pour référence, effectivement, vous avez raison. Quand on commence à développer une première unité robotique qui est vraiment du sur-mesure, on tape plutôt le 750 000, voire peut-être même plus, parce qu'on a toute la phase d'industrialisation et autres. Quand on commence, par exemple, à bosser dans l'industrie automobile, eux, ils achètent les robots comme ils achètent des chocolatines. Il y en a... un bras robotisé, ça vaut entre 50 et 100 000 euros. Un bras, juste le bras. Alors ça ne coûte pas un bras, mais c'est un bras. Et alors que quand on commence à développer, après un système de vision, aujourd'hui, intelligence artificielle, alors je ne vais pas dire c'est une caméra, une petite caméra d'ordinateur, mais c'est une petite caméra, c'est un PC, ça vaut pas très cher. Et quand on enchaîne, et au bout d'un moment, quand on a capitalisé et qu'on a juste à mettre le programme d'intelligence artificielle qui commande le bras ou le système robotisé, c'est comme un logiciel, c'est-à-dire ce qui coûte cher, c'est les premiers. Puis après, c'est l'amélioration des versions. Donc effectivement, on est plutôt sur une courbe aux alentours de 750 000 ou 1 million, et puis qui va descendre au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des savoir-faire, et de la collaboration aussi qu'on peut avoir avec, et du contrat long terme qu'on peut nouer avec un roboticien, justement par rapport avec un vrai business model associé, quoi. Mais si on se fait, tous les matins on veut réinventer un robot, ça va coûter très très cher par rapport au coût-bénéfice, quoi. Sur la question du financement, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a déjà France Relance qui va amener encore beaucoup d'argent. L'intérêt du recyclage, c'est que voilà, ça sert les enjeux de la décarbonation du pays. Et donc là, les enjeux, vous les connaissez, hein, de décarbonisation de l'industrie sont considérables. Donc voilà, il y a beaucoup d'argent côté État. Il y a quand même les éco-contributions, pour donner des chiffres, hein. Aujourd'hui, on doit être à 1,2 milliard, 1,5 milliard d'éco-contributions avec les filières REP existantes. On va arriver à 6 à 7 milliards d'euros d'ici quelques années. Donc ça veut dire que cet argent, il va servir à l'investissement également. Donc voilà, avoir en tête que la région, bien évidemment, c'est un complément. Moi, je le vois plutôt comme un complément à côté de l'État et des éco-organismes, des metteurs en marché eux-mêmes. Donc on a cité les exemples là, de plusieurs marques, Decathlon et d'autres, voilà, qui sont impliqués, qui ont leur intérêt aussi à sécuriser une ressource, à avoir une image aussi de faible empreinte environnementale. Donc, tout ça, ça mobilise. On a demain les constructeurs automobiles qui arrivent également, qui vont devoir mettre un peu la main au portefeuille. Donc voilà, avoir en tête que je ne suis pas très inquiet sur la partie du financement. Voilà, c'est des milliards d'euros qui vont arriver sur notre secteur dans les années qui viennent. Oui, et on peut juste ajouter que sur ce qui est important, c'est le retour sur investissement. Donc le coût d'une machine, ça dépend, d'une application, ça dépend non seulement, ça dépend des cadences, ça dépend du type de flux, ça dépend, il y a pas mal de paramètres. Donc entre 150 000, effectivement 150 000, on n'a pas grand-chose honnêtement. Mais à partir de 250, 300 000 et jusqu'à 1 million d'euros, on est dans ces fourchettes. Mais encore une fois, c'est si vous mettez 2 robots ou si vous en mettez 10, c'est pas le même prix, tout simplement. Mais le retour sur investissement, c'est le sujet qu'il faut voir. Puis il y a le coût. Après, il y a les différents enjeux. Il y a la productivité, il y a de la pénibilité, il y a de la qualité. Il y a plusieurs critères. Donc ça, c'est chaque industriel. Mais si aujourd'hui, en moins de 3 ans, les 3-4 dernières années, la robotique se développe autant dans la filière, c'est forcément qu'il y a des retours. Même s'il y a plein de progrès à faire encore. Il reste quelques minutes pour une question. Voilà, allez-y. Bonjour, Mounir Ziyache de Société Valorplast. Tout à l'heure, on parlait du développement des filières de recyclage. Aujourd'hui, nous, on mène des expérimentations pour le développement du recyclage du plastique, de déchetterie par exemple. Et aujourd'hui, on trouve un frein qui est certainement important et urgent à lever, c'est de la massification et la collecte. On parle de tri, mais avant le tri, il faut bien collecter, il faut massifier et avoir des produits bien pré-préparés pour être triés. Et ça, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des plans régionaux type ici en Nouvelle-Aquitaine qui explorent ce chemin de mailler le territoire par des déchetteries qui sont, on va dire, 2.0 et qui intègrent de l'espace, des pesées, des choses d'intelligence artificielle, pourquoi pas. Donc voilà un chemin expérimental qu'il faudra qu'on étudie tous ensemble, bien sûr.
En tout cas, nous, on est interpellés effectivement par le sourcing, quoi. Au final, aller récupérer la matière. Il y a des entreprises sur le nord de la région, Reviplast, qui a réussi à sourcer. Et justement, on est venu financer son développement sur le territoire auprès des professionnels pour récupérer. Eux, ils sont sur donc Reviplast, la matière plastique, la récupérer au mieux et avoir des flux suffisants pour derrière pouvoir avoir un modèle économique. Mais effectivement, c'est une problématique parce qu'on voit naître de nouvelles entreprises qui sont dans le domaine donc de la régénérescence du plastique recyclé et la question se pose du sourcing. Donc là, il y a effectivement un travail à faire. J'en suis toujours avec les acteurs et les territoires, mais je pense que c'est important aussi. C'est vraiment une connaissance entre les uns et les autres et aller quasiment parfois faire du démarchage et justement accompagner et faciliter, nous, les pouvoirs publics. C'est pas que la région, mais c'est aussi en territoire les collectivités territoriales, les EPCI, et les mettre en lien avec les acteurs économiques pour justement récupérer sur ce sourcing et pouvoir derrière développer leur activité. Mais on est conscient de ces difficultés. En tout cas, on est présent sur les territoires pour faciliter au mieux, en tout cas, ces récupérations de flux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une révolution qui est en marche sur la question que vous posez avec la REP déchets du bâtiment, puisqu'en fait, il y a deux obligés dans le système REP du déchet du bâtiment. Il y a les distributeurs de matériaux, donc qui vont demain s'improviser entre guillemets recycleurs, dont point de reprise des déchets. Ça, c'est quand même une grosse évolution. Il y a les déchetteries municipales. Alors, la difficulté des déchetteries municipales, de manière générale, c'est qu'elles ont été dimensionnées peut-être il y a 10 ou 15 ans avec un certain typologie de déchets, et maintenant la multiplication des REP fait qu'il faut offrir un service sur tout un tas de déchets différents, un tri à la source, une identification. Ça pose des problèmes de foncier, on le voit bien dans la vie de tous les jours. La déchetterie elle est plus adaptée à la volumétrie, et puis les déchetteries professionnelles qui doivent trouver leur place dans le dispositif. Ça, je dirais, c'est l'entrée. Après ça, comme ça vient d'être dit, effectivement, on a à construire un schéma, je dirais, pointu, et des lignes de recyclage de PVC, c'est pas les mêmes que pour du polyéthylène. Enfin, ça, quand on rentre dans le détail, c'est à chaque fois des outils spécifiques. Et puis là, on n'a pas encore été jusqu'à la revente, d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on va faire du granulé ? Donc voilà, vous posez une grande question, mais effectivement, je pense que l'état des lieux, la connaissance, je dirais, des différentes étapes, les points d'entrée, les usines. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait des produits, je dirais, préparés ? Bon, voilà, ça on va devoir le construire ensemble, quoi. Oui. Bonjour. Pardon, Ladislas Bert sur recyclage des plastiques pour une filière professionnelle. C'est plus une remarque sur monsieur, c'est que nous, c'est pareil, on est en train de faire un programme d'analyse pour essayer de récupérer des plastiques, qui sont des plastiques de PET de petit format. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, dans les chaînes de tri, tous les petits formats, ils sont complètement exclus parce que c'est trop petit. On ne peut pas en faire non plus des balles. Donc, c'est-à-dire que les gens nous les prennent pas parce qu'on ne peut pas les mettre sous forme de balles. Donc, en gros, on est obligé de tout broyer. Et avec en plus l'extension des consignes de tri, on a beaucoup de problèmes pour organiser une collecte ad hoc. Et donc, est-ce qu'on est clairement sur des sujets où on a un plastique qui est recyclable, mais qu'on ne peut pas mettre dans les chaînes de recyclage pour des problèmes de transport, de balles et d'extension des consignes de tri qui sont un frein à faire de la collecte ad hoc et qui pourraient éventuellement nous permettre d'intégrer des chaînes de recyclage. Christophe, tu nous fais une réponse ? Alors, toute la difficulté, c'est... je me souviens d'un papier qu'un ami m'avait donné, là, qui revenait du Japon. Et c'était un poster qui était pas en A0, mais peut-être en A3. Et il y avait tous les produits où les Japonais devaient mettre dans des différents contenants et collecter. Et c'était vrai aussi, il m'avait envoyé un poster dans une industrie où, chez l'industriel, voilà, ils orientaient tous les flux. Toute la difficulté, elle est là. C'est chaque flux, c'est à quel endroit on met le curseur pour une collecte. Est-ce qu'on va dans le détail ? Est-ce qu'on va il y a la collecte aussi des mégots de cigarettes et des choses comme ça. Jusqu'à où on va ? Voilà, jusqu'à où on va. Donc il y a un curseur qui est à placer, qui est jamais facile à placer. Là, ce qui est bien avec tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il y a le décret 5 flux.
Donc là, les industriels vont mettre leur plastique de côté normalement, et ça va se faire de plus en plus. Donc ça, c'est la réglementation qui le demande. Parallèlement à ça, avec la loi AGEC et le décret là, sur la vidéosurveillance sur les déchargements en centre d'enfouissement technique et en unité de valorisation énergétique en incinérateur, on ne pourra plus venir béner des bennes de plastique ou en mélange. Donc obligatoirement, entre le prix qui augmente sur les filières d'élimination, les contrôles, les demandes de mise en place du décret 5 flux, tout va concourir aujourd'hui à une organisation chez l'industriel, dans les collectivités et dans les déchetteries, à créer une benne de plastique. Voilà. Aujourd'hui, elle n'existe pas forcément. Le plastique, il est mélangé aux résidus et il part dans des filières d'élimination. Ça va se mettre en place, je pense, tout doucement, via les 2 freins qu'on vient d'évoquer. Mais effectivement, aujourd'hui, le plastique, il est un peu mélangé avec le reste, quoi. Justement, c'est tout doucement de la mise en place de cette benne, c'est ça qu'il faudra accélérer, parce que je pense que c'est une clé, cette massification et cette sourcing. Bon, on va prendre une dernière question, je pense. Donc, Nicolas d'Evolis. Nicolas Parascandolo, Evolis, merci pour la qualité de ces échanges qui montrent bien, je dirais, la difficulté auquel la filière déchets est soumise et fait face. Ça montre bien aussi la difficulté qui est la vôtre de ces intrants. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot chaos. Voilà, donc et ça montre aussi tout l'intérêt et l'apport des technologies de production et ce travail que vous menez en partenariat avec les fabricants d'équipements de production. Alors ma question est la suivante. Et peut-être vers Monsieur Marcoing, là où vous avez montré beaucoup de choses très innovantes. Comment vous fonctionnez dans vos relations avec les fabricants d'équipements? Je dirais, est-ce que vous continuez, est-ce que c'est un mode un peu classique, vous internalisez la R&D et puis vous envoyez des cahiers des charges? Est-ce que ça passe par des projets collectifs avec des AMI ou d'autres formes? Ou alors est-ce que vous allez encore plus loin et vous associez des fabricants de technologies directement à la source, aux besoins, pour essayer de trouver des solutions innovantes? Il y a un peu de tout, on va dire. Au niveau des grosses machines sur la chaussure, là, on a réalisé tous les POC. Et donc, on est vraiment parti après de cahiers des charges et on allait justement chez des fabricants de machines standards, on va dire. On a toujours des échanges qui sont très proches, puisqu'il y a quand même quelques adaptations, améliorations à faire et tout au cours aussi de leur développement à eux. Mais même dans ces projets-là, notamment pour la composition matière des semelles, on travaille avec une entreprise anglaise qui, elle, a un capteur bien spécifique et donc qui développe ce capteur pour notre besoin directement. Donc, je pense qu'on est plutôt dans une démarche classique habituellement. On a un cahier des charges, on va chez le constructeur de machines, mais on essaye aussi d'aller vers les nouvelles entreprises innovantes avec des nouvelles solutions pour travailler directement avec elles. Bien, écoutez, on va conclure. Moi, je retiens dans les points intéressants, effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises, l'arrivée de l'intelligence artificielle, de plus en plus dans notre secteur. La partie qualité, j'ai bien aimé aussi le commentaire là de Christophe sur la lecture des scanners IA là, qui permettent d'assurer la qualité. C'est très important pour l'avenir du recyclage. Souvent, on nous dit le recyclage, c'est pas de la bonne qualité. Voilà, on donne les moyens collectivement de faire cette qualité attendue. Et voilà, donc merci de votre attention et puis on se retrouve pour le déjeuner.